Denis Andrew Nielsen voit le jour le 23 novembre 1945 à Fraserburgh, en Écosse. Il est le deuxième des trois enfants d'Elizabeth Duthie White et d'Olav Magnus Moxheim Nielsen. Olav est un soldat norvégien qui s'est rendu en Écosse en 1940 dans le cadre des forces norvégiennes libres après l'occupation allemande de la Norvège. Après une brève cour, il épouse Elisabeth en mai 1942. Les jeunes mariés emménagent dans la maison de ses parents. Le mariage entre les parents de Denis est assez difficile. Son père ne considère pas la vie conjugale avec sérieux. Étant préoccupé par ses devoirs au sein des forces norvégiennes, libres, et faisant peu d'efforts pour passer du temps avec sa femme. Après la naissance de son troisième enfant, la mère de Denis se conclut qu'elle s'est précipitée dans le mariage sans réfléchir. Le couple divorce alors, en 1948. Denis est un enfant calme mais aventureux. Ses premiers souvenirs d'enfance sont des pique-niques familiaux dans la campagne écossaise avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Et également de longues promenades à la campagne effectuées sur les épaules de son grand-père maternel dont il est particulièrement proche. Olav Junior et Sylvia accompagnent occasionnellement Denis et leur grand-père lors de ces promenades. Bien qu'il n'ait que 5 ans, Denis se souvient très bien de ces promenades comme étant très longues, le long du port, à travers la vaste étendue de plage, jusqu'aux dunes de sable qui s'élèvent à 30 pieds derrière la plage, et ainsi de suite. Il décrit plus tard cette période de son enfance comme une partie de sa vie heureuse, et son grand-père, étant son grand héros et protecteur, ajoute que chaque fois qu'il part en mer, la vie est vide pour lui jusqu'à son retour. En 1951, la santé du grand-père du garçon décline, mais il continue à travailler. Le 31 octobre, alors qu'il pêche dans la mer du Nord, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Son corps est ramené à terre, puis à la maison familiale White, avant son enterrement. Dans ce que Denis décrit plus tard comme son souvenir d'enfance le plus marquant, sa mère, en pleurant, lui demande s'il voulait voir son grand-père. Lorsqu'il répond positivement à la demande, il est emmené dans la pièce où son grand-père repose dans un cercueil ouvert. Tandis que le garçon regarde le corps, sa mère lui dit que son grand-père dort, ajoutant qu'il est allé dans un endroit meilleur. Dans les années qui suivent la mort de son grand-père, Denis devient plus calme et renfermé, se tenant souvent seul au port, observant les bateaux à harengs. À la maison, il participe rarement aux activités familiales et se retire de toute tentative de la part des membres adultes de la famille de lui montrer une quelconque affection. Il commence à en vouloir à ce qu'il considère comme l'attention injuste que sa mère, sa grand-mère et plus tard son beau-père accordent à son frère aîné et à sa sœur cadette. Denis envie la popularité d'Olav Junior. Il parle ou joue souvent à des jeux avec sa sœur cadette, Sylvia, dont il est plus proche que tout autre membre de la famille après le décès de son grand-père. Au début de la puberté, Denis découvre qu'il est gay, ce qui le déroute d'abord. Il cache sa sexualité à sa famille et à ses quelques amis. Parce que beaucoup des garçons qui l'attirent ont des traits de visage similaires à ceux de sa sœur cadette, Sylvia, il la caresse sexuellement à une occasion, croyant que son attirance pour les garçons pourrait être une manifestation de l'attention qu'il ressent pour elle. L'adolescent ne fait aucun effort pour rechercher un contact sexuel avec l'un de ses pairs vers lesquels il est sexuellement attiré, bien qu'il déclare plus tard qu'il a été caressé par un homme plus âgé et qu'il n'a pas trouvé l'expérience désagréable. À une occasion, il caresse également le corps de son frère aîné pendant son sommeil. En conséquence, Olav Junior commence alors à soupçonner que son frère est gay et le rabaisse régulièrement en public. À mesure que Denis avance vers l'adolescence, il trouve la vie à Streetchen de plus en plus étouffante, avec des possibilités de divertissement et de carrière limitées. Il respecte les efforts de ses parents pour subvenir aux besoins de leurs enfants, mais commence à ressentir une honte envers le fait que sa famille est plus pauvre que la plupart de ses pairs. Sa mère et son beau-père ne faisant aucun effort pour améliorer leur style de vie, ainsi l'adolescent
invite rarement ses amis dans la maison familiale. À l'âge de 14 ans, il rejoint la force des cadets de l'armée, considérant l'armée britannique comme un moyen potentiel d'échapper à ses origines rurales. Le dossier scolaire de Denis est supérieur à la moyenne. Il montre un intérêt pour l'histoire et l'art, mais évite à tout prix le sport. Il termine ses études en 1961 et travaille brièvement dans une conserverie pour réfléchir à son choix de carrière. Après 3 semaines à l'usine, Denis informe sa mère qu'il a l'intention de rejoindre l'armée, où il a également l'intention de suivre une formation de chef. Le garçon réussit les examens d'entrée et reçoit une notification officielle selon laquelle il doit s'enrôler pour 9 ans de service en septembre 1961, commençant sa formation auprès de l'Army Catering Corps à la caserne Saint-Omer à Aldershot. En quelques semaines, Denis commence à exceller dans ses fonctions militaires. Il décrit plus tard ses 3 années de formation comme les plus heureuses de sa vie. Alors qu'il est en poste à Aldershot, les sentiments latents de Nilsson commencent à s'éveiller, mais il garde son orientation sexuelle bien cachée à ses collègues. Denis ne se douche jamais en compagnie de ses camarades de peur de développer une érection en leur présence. Il choisit plutôt de se baigner seul dans la salle de bain, ce qui lui donne également l'intimité nécessaire pour se masturber sans être découvert. Au milieu de l'année 1964, il réussit son premier examen de restauration et est officiellement affecté au 1er bataillon des Royal Fusiliers à Osnabrück en Allemagne de l'Ouest, où il sert comme simple soldat. Lors de ce déploiement, il commence à augmenter sa consommation d'alcool. Il se décrit, lui et ses collègues, comme un groupe travailleur et arrosé. Ses collègues se souviennent qu'il boit souvent avec excès pour atténuer sa timidité. Un jour, Denis et un jeune Allemand boivent jusqu'à être ivres. Lorsque Denis se réveille, il se retrouve par terre, dans l'appartement du jeune Allemand. Aucune activité sexuelle n'a eu lieu, mais cet incident alimente les fantasmes sexuels de l'homme, qui implique initialement que son partenaire sexuel, un jeune homme plutôt mince, soit complètement passif. Ces fantasmes évoluent progressivement jusqu'à ce que son partenaire soit inconscient, voire mort. À plusieurs reprises, il fait des tentatives pour que l'un de ses collègues interfère sexuellement avec son propre corps couché. Dans ces cas-là, chaque fois que lui et ses collègues boivent de manière excessive, Denis se prétend qu'il est en état d'ébriété, dans l'espoir que l'un de ses collègues ferait un usage sexuel de son corps prétendument inconscient. Après 2 années de service à Osnabrück, il retourne à Aldershot, où il réussit son examen officiel de restauration avant d'être déployé comme cuisinier pour l'armée britannique en Norvège. En 1967, il est déployé dans l'état d'Aden, où il sert de nouveau comme cuisinier à la prison d'Al-Mansoura. Cette affectation est plus dangereuse que ses affectations précédentes en Allemagne de l'Ouest ou en Norvège, et Denis se souvient plus tard que son régiment a perdu plusieurs hommes, souvent dans des embuscades en route vers la caserne militaire. Plus tard, l'homme est kidnappé par un chauffeur de taxi arabe, qui le bat jusqu'à qu'il perde connaissance et le place dans le coffre de sa voiture. Après être traîné hors du coffre, Denis saisit une poignée de cric et jette le chauffeur de taxi au sol avant de le battre jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il l'enferme ensuite dans le coffre du taxi. Contrairement à ses affectations précédentes, Denis a sa propre chambre lorsqu'il est en poste à Aden. Cela lui donne l'intimité nécessaire pour se masturber sans être découvert. Ses fantasmes sexuels développés avec un partenaire inconscient ou décédé n'étant pas satisfaits, Denis se les compense en imaginant des rencontres sexuelles avec un corps inconscient alors qu'il se masturbe tout en regardant son propre corps nu et couché dans un miroir. À une occasion, il découvre qu'en utilisant un miroir sur pied, il pouvait créer un effet selon lequel, en positionnant le miroir de manière à ce que sa tête soit hors de vue, il pouvait se visualiser en train de se livrer à un acte sexuel avec un autre homme. Pour Nilsson, cette ruse crée la circonstance idéale dans laquelle il peut visuellement diviser sa personnalité. Dans ses fantasmes masturbatoires, Denis s'envisage alternativement comme étant à la fois le partenaire dominateur
et le partenaire passif. Ces fantasmes évoluent progressivement pour incorporer sa propre expérience de mort imminente avec le chauffeur de taxi arabe, les cadavres qu'il a vus à Aden et des images dans une peinture à l'huile du XIXe siècle intitulée « Le radeau de la Méduse », qui représente un vieil homme tenant le corps mou et nu d'un jeune mort alors qu'il est assis à côté du corps démembré d'un autre jeune homme. Dans le fantasme le plus frappant de Denis, un jeune soldat blond, mince et attrayant qui a été récemment tué au combat est dominé par un vieil homme sale et aux cheveux gris, sans visage, qui a lavé ce corps avant d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre. Lorsque Denis termine son déploiement à Aden, il retourne au Royaume-Uni et est affecté à servir avec les Argyll and Sutherland Highlanders à la caserne Seaton à Plymouth. Tout au long de son service dans ce régiment, il doit quotidiennement cuisiner pour 30 soldats et 2 officiers. Il sert dans cette caserne pendant 1 an avant d'être transféré avec les Argyll and Sutherland Highlanders à Chypre en 1969. Quelques mois plus tard, le régiment est transféré à Berlin-Ouest où, la même année, Denis a sa première expérience sexuelle avec une femme, une prostituée dont il sollicite les services. Il se vante de cette rencontre sexuelle auprès de ses collègues, mais déclare plus tard qu'il trouve les rapports sexuels avec une femme à la fois surestimés et déprimants. Après une brève période avec les Argyll and Sutherland Highlanders à Inverness, l'homme est choisi pour cuisiner pour la garde royale de la reine en janvier 1971, puis est réaffecté comme cuisinier pour un autre régiment dans les îles Shetland, où il termine sa 11e année de carrière militaire au grade de caporal en octobre 1972. Entre octobre et décembre de cette même année, Denis se vit avec sa famille alors qu'il envisage de son prochain changement de carrière. À plus d'une occasion, au cours des 3 mois que l'homme vit à Streatham, sa mère exprime son opinion selon laquelle elle est plus préoccupée par son manque de compagnie féminine que par son cheminement de carrière et par son désir de le voir se marier et fonder une famille. À une occasion, Nielsen rejoint son frère aîné, Olaf Jr., sa belle-sœur et un autre couple pour regarder un documentaire sur les hommes homosexuels. Toutes les personnes présentes considèrent le sujet avec dérision, à l'exception de Denis, qui défend avec ardeur les droits des homosexuels. Une bagarre s'ensuit, après quoi Olaf Jr. informe sa mère que Denis est gay. Suite à cet événement, il ne parlera plus jamais à son frère aîné et ne maintiendra que des contacts écrits sporadiques avec sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs plus jeunes. Plus tard, il décide de rejoindre la Metropolitan Police et s'installe à Londres en décembre pour commencer sa formation. En avril 1973, Denis termine sa formation de policier et est affecté à Willesden Green. Encore cadet et jeune agent de police, il procède à plusieurs arrestations, mais n'a jamais eu à maîtriser physiquement quelqu'un. Il apprécie son travail, mais la camaraderie de l'armée lui manque. De ce fait, il commence à boire seul le soir. Au cours de l'été et de l'automne 1973, il commence à fréquenter les pubs gays et noue plusieurs liaisons occasionnelles avec des hommes. L'homme considère ces rencontres comme des liaisons destructrices d'âme, dans lesquelles il ne fait que prêter son corps à son partenaire dans une vaine recherche de paix intérieure, alors qu'il recherche une relation durable. En août, suite à une relation ratée, Denis arrive à la conclusion que son style de vie personnel est en contradiction avec son travail. Son père biologique décède le même mois, laissant à chacun de ses 3 enfants 1000 livres. En décembre, Denis démissionne de la police. Entre décembre 1973 et mai 1974, il travaille comme agent de sécurité. Le travail est intermittent et il décide de trouver un emploi plus stable et plus sûr. Il trouve du travail comme fonctionnaire en mai. Denis est d'abord affecté dans un centre pour l'emploi de Denmark Street, où son rôle principal est de trouver un emploi pour les ouvriers non qualifiés. Sur son lieu de travail, il est connu pour être un employé calme et consciencieux, actif dans le mouvement syndical. Son taux d'assiduité est médiocre,
même s'il se porte souvent volontaire pour faire des heures supplémentaires, ce qui amène plusieurs collègues à le soupçonner d'être un solitaire. En 1979, l'homme est nommé directeur général par intérim. Il est officiellement promu au poste de directeur général, avec des responsabilités de supervision supplémentaires, en juin 1982, et est transféré dans un autre centre d'emploi à Kentish Town. En novembre 1975, Denis rencontre un homme de 20 ans, nommé David Yalishan, menacé devant un pub par 2 autres hommes. Il intervient dans l'altercation et amène David dans sa chambre au 80 Teignmouth Road, dans le quartier de Cricklewood, au nord de Londres. Les 2 hommes passent la soirée à boire et à discuter. Denis apprend que son invité a récemment déménagé de Wiston-super-Mare et qu'il est gay, au chômage, et réside dans une auberge. Le lendemain matin, les 2 hommes acceptent de vivre ensemble dans une résidence plus grande, et Denis, utilisant une partie de l'héritage que lui a légué son père, trouve immédiatement une propriété plus grande. Quelques jours plus tard, les 2 hommes visitent un appartement vacant au rez-de-chaussée du 195 Melrose Avenue, également à Cricklewood, et décident d'emménager dans la propriété. Avant d'emménager sur Melrose Avenue, Denis négocie un accord avec le propriétaire selon lequel lui et David ont l'usage exclusif du jardin à l'arrière de la maison. L'appartement est censé être meublé, mais après avoir emménagé, les 2 hommes le trouvent en grande partie vide. Au cours des mois suivants, ils redécorent et meublent tout l'appartement. Une grande partie de ce travail est réalisée par David, alors que Denis, après avoir découvert le manque d'ambition professionnelle de son ami, commence à se considérer comme le soutien de leur relation. Il se rappelle plus tard qu'il était attiré sexuellement par David, mais que le couple avait rarement des rapports sexuels. Au départ, Denis éprouve du contentement domestique avec David, mais moins d'1 an après leur déménagement à Melrose Avenue, la relation superficielle entre les 2 hommes commence à montrer des signes de tension. Ils dorment dans des lits séparés, et tous 2 commencent à ramener à la maison des partenaires sexuels occasionnels. David insiste plus tard sur le fait que Denis n'a jamais été physiquement violent envers lui, mais qu'il se livre à des violences verbales et que les 2 hommes commencent à se disputer de plus en plus fréquemment, au début de 1976. Denis, à la suite d'une vive dispute en mai 1977, demande à David de quitter la résidence. Ceci signe la fin de leur relation. Suite à cela, Nielsen noue de brèves relations avec plusieurs autres jeunes au cours des 18 mois. Aucune de ces relations ne dure plus de quelques semaines et aucun des hommes n'exprime l'intention de vivre avec lui de manière permanente. À la fin de 1978, il vit une existence solitaire. Il vit au moins 3 relations ratées au cours des 18 mois précédents et il avoue développer une conviction croissante selon laquelle il n'est pas apte à vivre en couple. Tout au long de l'année 1978, il consacre une part toujours croissante de son temps, de ses efforts et de son assiduité à son travail. Il passe la plupart de ses soirées à consommer de l'alcool en écoutant de la musique. Entre 1978 et 1983, Denis est connu pour avoir tué au moins 12 hommes et garçons et avoir tenté d'en tuer 7 autres. La majorité des victimes de l'homme sont des sans-abri ou des homosexuels. D'autres sont des personnes hétérosexuelles qui rencontrent généralement dans les bars ou dans les transports en commun. Tous les meurtres de Denis sont commis à l'intérieur des 2 adresses au nord de Londres où il réside au cours des années où il est connu pour avoir tué. Ces victimes sont attirées vers ces adresses par la ruse, généralement en leur proposant de l'alcool ou alors un abri. À l'intérieur de la maison du criminel, les victimes reçoivent généralement de la nourriture et de l'alcool, puis sont étranglées soit à mort, soit jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance. Si la victime est étranglée jusqu'à perdre connaissance, Denis la noie alors dans sa baignoire, ou son lavabo, ou encore un seau d'eau, avant d'observer un rituel au cours duquel il lave, habille et garde les corps à l'intérieur de ses résidences pendant plusieurs semaines, ou parfois des mois, avant de les démembrer. Chaque victime tuée entre 1978 et 1981 dans sa résidence de Cricklewood est brûlée sur un feu de joie. Avant leur dissection,
Denis se retire leurs organes internes, dont il se débarrasse soit à côté d'une clôture derrière son appartement, soit à proximité du parc Gladstone. Les victimes tuées en 1982 et 1983 dans sa résidence de Muswell Hill sont retenues dans son appartement, avec leur chair et leurs os jetés dans les toilettes. Denis admet se livrer à la masturbation en regardant les corps nus de plusieurs de ses victimes et de se livrer à des actes sexuels avec le corps de 6 de ses victimes, mais il insiste sur le fait qu'il n'a jamais pénétré aucune de ses victimes. Nielsen tue sa première personne, Stephen Holmes, 14 ans, le 30 décembre 1978. Stephen rencontre le criminel au pub Cricklewood Arms. Denis se boit seul avant de rencontrer sa victime. Il invite le garçon chez lui, avec la promesse que les deux boivent de l'alcool et écoutent de la musique, le croyant avoir environ 17 ans. Une fois chez l'homme, l'adolescent et lui boivent beaucoup avant de s'endormir. Le lendemain matin, Denis se réveille et trouve Stephen endormi à côté de lui sur son lit. Denis a peur de le réveiller, au cas où il le quitterait. Après avoir caressé le jeune homme endormi, il décide que le garçon doit rester avec lui pendant le nouvel an, qu'il le veuille ou non. Attrapant une cravate, Denis chevauche sa victime alors qu'il l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance, avant de le noyer dans un seau rempli d'eau. Ensuite, il lave le corps dans sa baignoire avant de le placer sur son lit et de lui caresser tout le corps. Il se masturbe à 2 reprises sur le corps avant d'attendre le passage de la rigidité cadavérique pour lui permettre de ranger le cadavre sous son plancher. Le cadavre de Stephen Holmes reste sous le plancher pendant près de 8 mois avant que Denis n'allume un feu de joie dans le jardin, derrière son appartement, et brûle le corps le 11 août 1979. Plus tard, Denis se dira ceci à propos de sa première victime. « Je l'ai installé dans son nouveau lit, sous le plancher. Une semaine plus tard, je me suis demandé si son corps avait changé ou s'il avait commencé à se décomposer. Je l'ai exhumé et j'ai tiré le jeune taché de terre sur le sol. Sa peau était très sale. Je me suis déshabillé, je l'ai porté dans la salle de bain et je l'ai lavé. Il n'y avait pratiquement aucune décoloration et sa peau était d'un blanc pâle. Ses membres étaient plus tendus que lorsque je l'y avais déposé. » Le 11 octobre 1979, Denis tente d'assassiner un étudiant de Hong Kong nommé Andrew Ho, qui le rencontre dans un pub de St. Martin's Lane. Il l'attire dans son appartement sur la promesse de relations sexuelles. Il tente d'étrangler Andrew, qui réussit à s'enfuir de son appartement et signale l'incident à la police. Le criminel est alors interrogé au sujet de l'incident, mais l'étudiant décide de ne pas porter plainte. 2 mois après la tentative de meurtre de Ho, le 3 décembre 1979, le meurtrier rencontre un étudiant canadien de 23 ans nommé Kenneth Ockenden, qui voyage en Angleterre pour rendre visite à ses parents. Denis rencontre Kenneth alors qu'ils boivent tous deux dans un pub du West End. Après avoir appris que le jeune homme est un touriste, l'homme propose de lui montrer plusieurs monuments de Londres, une offre que l'étudiant accepte. Denis l'invite ensuite chez lui en lui promettant un repas et des boissons. Denis est catégorique sur le fait qu'il ne peut pas se souvenir du moment précis où il a étranglé Kenneth, mais il se rappelle qu'il a étranglé le jeune homme avec le cordon de ses écouteurs pendant qu'il écoutait de la musique. Il se souvient également d'avoir traîné le Canadien sur le sol avec le fil enroulé autour de son cou pendant qu'il l'étranglait, avant de se verser un demi-verre de rhum et de continuer à écouter de la musique avec les écouteurs avec lesquels il venait d'étrangler l'étudiant. Le lendemain, Denis achète un appareil photo Polaroid et photographie le corps de Kenneth dans diverses positions suggestives. Ensuite, il dépose le cadavre de sa victime au-dessus de lui, sur son lit, pendant qu'il regarde la télévision pendant plusieurs heures, avant d'envelopper le corps dans des sacs en plastique et de le ranger sous le plancher. À environ 4 reprises au cours des 15 jours suivants, le meurtrier déterre le corps du Canadien sous son plancher. Il l'assoit sur son fauteuil à côté de lui pendant qu'il regarde lui-même la télévision tout en buvant de l'alcool. Nielsen tue sa 3e victime, Martin Dufay, 16 ans, le 17 mai 1980. Martin est un étudiant en restauration. Pendant 4 jours, il dort dans la rue près de la gare d'Euston avant que Denis le rencontre alors qu'il revient d'une conférence syndicale à Southport.
Martin est à la fois épuisé et affamé. Il accepte alors avec joie l'offre de Denise, un repas et un lit pour la soirée. Après que le jeune se soit endormi dans le lit, l'homme place une corde autour de son cou, puis s'assoit simultanément sur sa poitrine et resserre la corde avec une grande force. Denise tient cette emprise jusqu'à ce que l'étudiant perde connaissance. Ensuite, il traîne le jeune homme dans sa cuisine et le noie dans son évier avant de se baigner avec le corps, dont il se souvient comme étant le plus jeune qu'il ait jamais eu. Le corps de la victime est d'abord déposé sur une chaise de cuisine, puis sur le lit sur lequel il a été étranglé. Le corps est embrassé, complimenté et caressé à plusieurs reprises par Denise, avant et après qu'il se soit masturbé alors qu'il était assis sur le ventre du cadavre. Pendant 2 jours, le corps de Martin est rangé dans un placard avant que Denise ne remarque des signes de ballonnement. Par conséquent, il est allé directement sous le plancher. Après le meurtre de cet étudiant, le criminel commence à tuer de plus en plus fréquemment. Avant la fin de 1980, il tue 5 autres victimes étant dans la... Inévitablement, les corps accumulés sous les planches de Denise attirent les insectes et créent une odeur nauséabonde, en particulier pendant les mois d'été. À certaines occasions, lorsque le meurtrier déterre des victimes sous le plancher, il remarque que les corps sont couverts de pupes et d'asticots. Des asticots sortent des orbites et de la bouche de certaines victimes. Il place alors des déodorants sous le plancher et pulvérise de l'insecticide dans l'appartement 2 fois par jour. Mais l'odeur de pourriture et la présence de mouches restent. À la fin des années 1980, il enlève et dissèque les corps de chaque victime tuée depuis décembre 1979 et les brûle sur un feu de joie commun qu'il allume sur un terrain vague derrière son appartement. Pour dissimuler l'odeur de la chair brûlée des 6 corps disséqués placés sur ce bûcher, Denis se couronne le feu de joie avec un vieux pneu de voiture. Lorsque le feu de joie est réduit en cendres, il utilise un râteau pour rechercher dans les débris des os reconnaissables. Constatant qu'un crâne est encore intact, il le brise en morceaux avec son râteau. Le 4 janvier 1981, Denis rencontre un homme qu'il décrit comme un jeune Écossais de 18 ans aux yeux bleus, au pub Golden Lion à Soho. Il est attiré sur Melrose Avenue sur la promesse de participer à un concours de beuverie. Après que l'homme et sa victime consomment plusieurs boissons, Denis l'étrangle avec une cravate et le place ensuite sous son plancher. Le criminel informe ses employeurs qu'il est malade et incapable de se rendre au travail le 12 janvier afin de pouvoir disséquer sa victime ainsi qu'une autre victime non identifiée qu'il a tuée environ 1 mois plus tôt. En avril, il tue 2 autres victimes non identifiées. Il décrit l'une d'elles comme un skinhead anglais qu'il a rencontré à Leicester Square et l'autre comme le garçon de Belfast, un homme d'une vingtaine d'années, mesurant environ 1,75 m, qu'il a assassiné en février. Le mois suivant, il retire les organes internes de plusieurs victimes rangées sous son plancher. Il jette les entrailles à la fois sur le terrain vague derrière son appartement et également dans ses ordures ménagères. La dernière victime assassinée sur Melrose Avenue est Malcolm Barlow, 23 ans, que Denis a rencontré affalé contre un mur à l'extérieur de sa maison le 17 septembre 1981. Ce dernier l'invite chez lui quelques jours plus tard afin de dîner. Après avoir mangé, Malcolm commence à boire du rhum et du coca avant de s'endormir sur le canapé. Denis étrangle l'homme avec ses mains pendant son sommeil avant de ranger son corps sous l'évier de sa cuisine le lendemain matin. Au milieu de l'année 1981, le propriétaire de Denis décide de vendre la propriété et demande alors à son locataire de quitter les lieux. Denis est réticent à la proposition mais accepte une offre de 1000 livres du propriétaire pour quitter la résidence. Il l'emménage dans un appartement mansardé au 23D Cranley Gardens, dans le quartier de Muswell Hill, au nord de Londres, le 5 octobre 1981. La veille de quitter la propriété, Denis brûle les corps disséqués des 5 dernières victimes qu'il a tuées. Au 23 Cranley Gardens, Denis n'a pas accès à un jardin, et comme il réside dans un appartement mansardé, il ne peut ranger aucun corps sous son plancher. Pendant près de 2 mois, aucune connaissance rencontrée par l'homme et attirée dans son appartement n'est agressée de quelque manière que ce soit, bien qu'il tente d'étrangler un étudiant de 19 ans nommé Paul Nobbs le 23 novembre 1981.
mais arrête lui-même avant de terminer l'acte. En mars 1982, il rencontre John Howlett, 23 ans, alors qu'il boit dans un pub près de Leicester Square. John est attiré dans l'appartement du tueur sur la promesse de continuer à boire avec lui. Là, l'homme et John boivent en regardant un film, avant que l'invité entre dans la chambre et s'endorme sur le lit. 1 heure plus tard, Denise tente en vain de réveiller le jeune homme, puis il s'assoit sur le bord du lit en buvant du rhum tout en regardant son invité avant de décider de le tuer. Après une lutte féroce, au cours de laquelle John lui-même tente d'étrangler son agresseur, Denise étrangle l'homme jusqu'à ce qu'il perde connaissance avec une sangle de rembourrage, avant de retourner dans son salon, tremblant du stress de la lutte dans laquelle il a cru perdre. À 3 reprises au cours des 10 minutes suivantes, le tueur tente en vain de tuer sa victime après avoir constaté qu'elle a repris sa respiration avant de décider de remplir d'eau sa baignoire et de la noyer. Pendant plus d'1 semaine après le meurtre de John, le coude de Denis se porte les empreintes digitales de la victime. En mai 1982, il rencontre Karl Stottor, un homosexuel de 21 ans, alors que le jeune homme boit au pub Black Cap à Camden. Le meurtrier engage une conversation avec le jeune, découvrant qu'il est déprimé à la suite d'une relation ratée. Après lui avoir fait boire de l'alcool, il invite Karl à son appartement, assurant à son invité qu'il n'a aucune intention d'activité sexuelle. À l'appartement, la victime consomme davantage d'alcool avant de s'endormir sur un sac de couchage ouvert. Il se réveille plus tard et se retrouve étranglé par Denise, chuchotant bruyamment « Reste tranquille ». Dans un premier temps, Karl pense que son hôte essaye de le libérer de la fermeture éclair du sac de couchage avant de retourner dans un état d'inconscience. Il se souvient alors vaguement avoir entendu de l'eau couler, avant de se rendre compte qu'il est immergé dans l'eau et que Denise tente de le noyer. Après avoir brièvement réussi à relever la tête hors de l'eau, Karl halète ceci. « Arrête s'il te plaît, arrête !» avant que l'assassin ne submerge à nouveau la tête de sa victime sous l'eau. En croyant avoir tué le jeune homme, Denis se l'assoit dans son fauteuil, puis remarque que son chien, Blip, lèche le visage de Karl. Il réalise alors qu'il est encore en pleine vie. Il frotte les membres et le cœur de Karl afin d'augmenter la circulation sanguine, puis recouvre le corps du jeune homme de couverture avant de s'allonger sur son lit. Lorsque la victime reprend conscience, Denis l'embrasse. Ce dernier explique ensuite à Karl qu'il s'était presque étranglé avec la fermeture éclair du sac de couchage et qu'il l'avait réanimé. Au cours des 2 jours suivants, le jeune homme perd connaissance à plusieurs reprises. Lorsqu'il retrouve suffisamment de force pour interroger son agresseur sur ses souvenirs d'avoir été étranglé et immergé dans l'eau froide, Denis explique qu'il s'était coincé dans la fermeture éclair du sac de couchage à la suite d'un cauchemar et qu'il l'avait placé dans l'eau froide car il était sous le choc. Il conduit ensuite Karl jusqu'à une gare voisine où il informe le jeune homme qu'il espère qu'il pourrait se revoir avant de lui faire ses adieux. 3 mois après la promotion de Denis en juin 1982 au poste de directeur général de son emploi, il rencontre un homme de 27 ans nommé Graham Allen qui tente d'appeler un taxi sur Shaftesbury Avenue. Graham accepte l'offre de Denis de l'accompagner à Cranley Garden pour un repas. Comme cela a été le cas pour plusieurs victimes précédentes, Denis se déclare qu'il ne se souvient pas du moment précis où il a étranglé Graham, mais il se souvient de s'être approché de lui alors qu'il était assis en train de manger une omelette avec la pleine intention de l'assassiner. Le corps de l'homme est retenu dans la baignoire pendant 3 jours au total, avant que le criminel ne commence la tâche de disséquer son corps sur le sol de la cuisine. Il informe une fois de plus ses employeurs qu'il est malade et incapable de se rendre au travail le 9 octobre, afin de pouvoir achever la dissection du corps de sa victime. Le 26 janvier 1983, il tue sa dernière victime, Stephen Sinclair, 20 ans. Stephen est vu pour la dernière fois par des connaissances en compagnie de Denise, marchant en direction d'une station de métro. À l'appartement du tueur, l'homme s'endort dans une stupeur provoquée par la drogue et l'alcool, dans un fauteuil, alors que Denise est assis en écoutant de la musique. Ce dernier s'approche du corps endormi, s'agenouille devant lui et se dit «
Oh Stephen, j'y retourne, avant de l'étrangler avec une cravate et une corde. Suivant son rituel habituel de bain du corps, le tueur dépose le corps de Stephen sur son lit, applique du talc, puis dispose 3 miroirs autour du lit avant de s'allonger nu aux côtés du mort. Plusieurs heures plus tard, il tourne la tête de Stephen vers lui, avant de l'embrasser sur le front et de lui dire « Bonne nuit, Stephen ». Ensuite, il s'endort à côté du corps. Le corps de l'homme est ensuite disséqué, avec diverses parties démembrées, enveloppées dans des sacs en plastique et stockées soit dans une armoire, une commode à thé ou dans un tiroir situé sous la baignoire. Denis se tente de se débarrasser de la chair, des organes internes et des plus petits os des 3 victimes tuées à Cranley Gardens, en jetant leurs restes disséqués dans les toilettes. Dans une pratique qu'il a menée sur plusieurs victimes tuées sur Melrose Avenue, il fait également bouillir la tête, les mains et les pieds pour enlever la chair de ces parties du corps des victimes. Le 4 février 1983, il écrit une lettre de plainte aux agents immobiliers pour se plaindre du fait que les égouts de Cranley Gardens sont bloqués et que la situation pour lui-même et pour les autres locataires de la propriété est intolérable. Le lendemain, il refuse de permettre une connaissance d'entrer dans son appartement, la raison étant qu'il a commencé à démembrer le corps de Stephen sur le sol de la cuisine. Les meurtres de Dennis Nilsen sont découverts pour la première fois par un employé de Dino Road, Michael Catran, qui répond aux plaintes de plomberie déposées par l'homme et d'autres locataires de Cranley Gardens le 8 février 1983. En ouvrant un couvercle de drain sur le côté de la maison, Michael découvre que le drain est rempli d'une substance ressemblant à de la chair et de nombreux petits os d'origine inconnue. Il fait alors part de ses soupçons à son superviseur, Gary Wheeler. Le lendemain, à 7h30, l'ouvrier et son superviseur retournent à Cranley Gardens, date à laquelle le drain a été vidé. Cela éveille les soupçons des 2 hommes. Ils découvrent des morceaux de chair et 4 os dans un tuyau partant du drain qui relie l'appartement supérieur de la maison. Pour les 2 hommes, les os semblent provenir d'une main humaine. Ils appellent immédiatement la police qui, après une inspection plus minutieuse, découvre d'autres petits os et morceaux de ce qui ressemble à l'œil nu à de la chair humaine ou animale dans le même tuyau. Ces restes sont transportés à la morgue de Horns, où le pathologiste David Bowen informe la police que les restes sont humains et qu'un morceau de chair qui selon lui provient d'un coup humain porte une marque de ligature. Après avoir appris des autres locataires que l'appartement du dernier étage d'où les restes humains sont évacués appartient à Dennis Nilsen, l'inspecteur détective en chef, Peter Jay, et 2 collègues choisissent d'attendre à l'extérieur de la maison jusqu'à ce que leur suspect rentre du travail. Lorsque Dennis rentre chez lui, Peter se présente ainsi que ses collègues, expliquant qu'ils sont venus s'enquérir du blocage de canalisation de son appartement. Nilsen demande pourquoi la police s'intéresse à ces canalisations et aussi si les 2 agents présents avec Peter sont des inspecteurs sanitaires. En réponse, l'inspecteur informe Dennis que les 2 autres sont également des policiers et demande à accéder à son appartement pour discuter davantage de la question. Les 3 policiers suivent l'homme dans son appartement où ils remarquent immédiatement une odeur de chair pourrie. Nilsen demande en outre pourquoi la police s'intéresse à ces canalisations, c'est à quoi il a informé que le blocage a été causé par des restes humains. Dennis feint le choc et la perplexité, déclarant « Bon sang, c'est horrible ». En réponse, Peter dit ceci « Ne plaisante pas, où est le reste du corps ?» Dennis répond calmement, admettant que le reste du corps peut être retrouvé dans 2 sacs en plastique, dans une armoire voisine. Les policiers n'ouvrent pas le placard mais demandent à Dennis s'il y a d'autres parties du corps, c'est à quoi il répond « C'est une longue histoire, elle remonte à longtemps, je vais tout vous raconter. Je veux enlever ce poids de ma poitrine. Pas ici, au commissariat de police. » Il est alors arrêté et mis en garde à vue pour soupçon de meurtre avant d'être emmené au poste de police de Hornsey. Alors qu'il se rend au commissariat de police, on lui demande si les restes dans son appartement appartiennent à 1 ou 2 personnes. Regardant par la fenêtre de la voiture de police, il répond « 15 ou 16 depuis 1978. » Ce soir-là, le détective Chambers
accompagné de 2 autres policiers, se rendent à Cranley Gardens, où les sacs en plastique sont retirés de l'armoire et amenés à la morgue de Hansey. Un sac contient 2 torses disséqués, dont l'un a été disséqué verticalement, et un sac à provisions contenant divers organes internes. Le deuxième sac contient un crâne humain presque entièrement dépourvu de chair, une tête coupée et un torse avec des bras attachés, mais les mains manquantes. Il est constaté que les 2 têtes ont été soumises à une chaleur humide. Dans une interview réalisée le 10 février, Dennis avoue qu'il y a d'autres restes humains rangés dans une commode à thé dans son salon, ainsi que d'autres restes dans un tiroir de sa salle de bain. Les parties du corps démembrées sont celles de 3 hommes qu'il a tués par strangulation, généralement avec une cravate. Une victime qu'il ne peut nommer, un autre qu'il connaît seulement sous le nom de John the Guardsman, et le 3e qu'il identifie comme étant Stephen Sinclair. Il déclare également qu'à partir de décembre 1978, il a tué 12 ou 13 hommes à son ancienne adresse, 195 Melrose Avenue. Dennis admet avoir également tenté en vain de tuer environ 7 autres personnes qui se sont échappées ou à une occasion ont été sur le point de mourir mais avaient été réanimées et autorisées à quitter sa résidence. Une recherche plus approfondie de restes supplémentaires à Cranley Gardens le 10 février révèle la partie inférieure d'un torse et 2 jambes rangées dans un sac dans la salle de bain, ainsi qu'un crâne, une section de torse et divers os. Le même jour, le criminel accompagne la police sur Melrose Avenue où il indique les 3 endroits dans le jardin arrière où il a brûlé les restes de ses victimes. En vertu de la loi anglaise, la police dispose de 48 heures pour inculper Nilsen ou le libérer. En rassemblant les restes des victimes tuées à Cranley Gardens sur le sol de la morgue de Hansey, le professeur Bowen confirme que les empreintes digitales d'un corps correspondent à celles figurant dans les dossiers de police de Sinclair. Le 11 février à 17h40, Dennis Nilsen est accusé du meurtre de Sinclair et une déclaration révélant cela est communiquée à la presse. L'interrogatoire formel de Dennis commence le soir même. Ce dernier accepte d'être représenté par un avocat et la police l'interroge à 16 reprises au cours des jours suivants, au cours d'entretiens qui durent plus de 30 heures. Dennis insiste sur le fait qu'il ne sait pas pourquoi il a tué, disant simplement « J'espère que vous me le direz ». Il insiste aussi sur le fait que la décision de tuer n'a été prise que quelques instants avant l'acte de meurtre. La plupart des victimes sont mortes par strangulation. À plusieurs reprises, il a noyé les victimes une fois qu'elles ont été étranglées jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance. Une fois la victime tuée, il baignait généralement le corps de la victime, rasait tous les poils du torse pour les conformer à son idéal physique, puis appliquait du maquillage sur toutes les imperfections évidentes de la peau. Le corps était généralement habillé de chaussettes et de caleçons, avant que Dennis n'enroule les victimes autour de lui pendant qu'il parlait au cadavre. Avec la plupart des victimes, il s'est masturbé alors qu'il se tenait à côté ou à genoux au-dessus du corps. Et il avoue avoir occasionnellement eu des relations sexuelles avec les corps, mais il souligne à plusieurs reprises aux enquêteurs qu'il n'avait jamais réellement pénétré ses victimes, expliquant qu'elles étaient trop parfaites et trop belles pour le rituel pathétique du sexe banal. Tous les biens personnels des victimes ont été détruits après le rituel du bain de leur corps, dans le but d'effacer leur identité avant leur meurtre. Dans plusieurs cas, il a parlé au corps de la victime alors qu'elle restait assise sur une chaise ou allongée sur son lit, et il se souvient avoir été ému alors qu'il s'émerveillait de la beauté de leur corps. En référence à une victime, Kenneth O'Kenden, le criminel a noté que son corps et sa peau étaient très beaux, ajoutant que la vue l'a presque fait pleurer. Les corps des victimes tuées à sa précédente adresse ont été conservés aussi longtemps que la décomposition le permettait, avant de les ranger sous son plancher. Si un corps ne présentait aucun signe de décomposition, il le rangeait parfois alternativement sous le plancher et le récupérait avant de se masturber à nouveau en se tenant debout ou en s'allongeant à côté du corps. Le maquillage est à nouveau appliqué pour rehausser son apparence et estomper les imperfections. Lorsqu'on lui demande pourquoi les têtes trouvées à Cranley Gardens
ont été soumises à une chaleur humide, Denis se déclare qu'il a fréquemment fait bouillir les têtes de ses victimes dans une grande marmite sur sa cuisinière afin que le contenu interne s'évapore, éliminant ainsi le besoin de se débarrasser du cerveau et de la chair. Les torses et les membres des 3 victimes tuées à cette adresse ont été disséqués environ une semaine après leur meurtre, avant d'être emballés dans des sacs en plastique et rangés aux 3 endroits qu'il avait indiqués à la police. Il a jeté les organes internes et les petits os dans les toilettes. Cette pratique qui a conduit à son arrestation est la seule méthode qu'il pouvait envisager pour se débarrasser des organes internes et des tissus mous, car contrairement à Melrose Avenue, il n'avait pas l'usage exclusif du jardin de la propriété. À Melrose Avenue, il gardait généralement les corps des victimes pendant une période beaucoup plus longue, avant de se débarrasser des restes. Il a gardé 3 ou 4 corps cachés sous le plancher avant de disséquer les restes, qu'il emballait dans des sacs en plastique et les remettait sous le plancher, ou, dans 2 cas, les plaçait dans des valises qu'il avait été laissées à la propriété par un précédent locataire. Les restes rangés dans les valises, ceux d'Okenden et de Fee, ont été placés dans un hangar dans le jardin arrière et ont été éliminés lors du 2e feu de joie que Denis avait allumé sur Melrose Avenue. D'autres restes disséqués ont été remis sous le plancher ou placés sur un feu de joie qu'il avait allumé dans le jardin. Denis se confirme qu'à 4 reprises, il a retiré les corps accumulés sous son plancher et disséqué les restes, et à 3 de ces occasions, il a ensuite jeté les restes accumulés sur un feu de joie. À plusieurs reprises, il a retiré les organes internes des corps des victimes et les a placés dans des sacs, qu'il jetait ensuite généralement derrière une clôture pour être mangés par la faune. Tous les corps des victimes tuées sur Melrose Avenue ont été démembrés après plusieurs semaines ou mois d'inhumation sous le plancher. Il rappelle que la putréfaction des corps de ses victimes rendait cette tâche extrêmement ignoble. Il se souvient avoir dû fortifier ses nerfs avec du whisky et avoir dû prendre des poignées de sel pour éliminer les asticots des restes. Souvent, il vomissait en disséquant les corps, avant d'envelopper les membres démembrés dans des sacs en plastique et de transporter les restes jusqu'au feu de joie. Néanmoins, juste avant de disséquer les corps des victimes, Denis s'est masturbé en s'agenouillant ou en s'asseyant à côté du cadavre. Il s'agissait, a-t-il déclaré, de son geste symbolique pour dire au revoir aux victimes. Lorsqu'on lui demande s'il a des remords pour ses crimes, il répond « J'aurais aimé pouvoir arrêter, mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas d'autre frisson ni bonheur que ça. » Il souligne également qu'il ne prenait aucun plaisir à l'acte de tuer, mais qu'il adorait l'art et l'acte de mourir. Le 11 février 1983, il est officiellement accusé du meurtre de Stephen Sinclair. Il est transféré au HMP Brixton pour y être détenu en détention provisoire jusqu'à son procès. Selon lui, après avoir été transféré à la prison de Brixton pour attendre son procès, son humeur est celle de la résignation et du soulagement, sa conviction étant qu'il serait considéré, conformément à la loi, comme innocent jusqu'à qu'il soit prouvé coupable. Il s'est opposé au port de l'uniforme de la prison pendant sa détention provisoire. Pour protester contre l'obligation de porter cet uniforme, et ce qu'il interprète comme des violations des règles de la prison, Denis se menace de protester contre ces conditions de détention provisoire en refusant de porter des vêtements. En raison de cette menace, il n'est pas autorisé à quitter sa cellule. Le 1er août, il jette le contenu de son pot de chambre hors de sa cellule, frappant plusieurs gardiens de prison. Cet incident le conduit à être reconnu coupable le 9 août d'avoir agressé des agents pénitentiaires et passe ensuite 56 jours en isolement. Le 26 mai, Denis est renvoyé devant l'Old Bailey pour 5 chefs de meurtre et 2 tentatives de meurtre. Une 6e accusation de meurtre a ensuite été ajoutée. Tout au long de cette audience de mise en détention, il est représenté par un avocat nommé Ronald Moss, qui l'a précédemment démis de ses fonctions de représentant légal le 21 avril, avant que Moss ne soit reconduit dans ses fonctions après que Denis se soit plaint au magistrat de ne lui avoir accordé aucune facilité avec laquelle il pourrait montrer sa propre défense. Moss doit rester le représentant légal de Denis jusqu'en juillet 1983, date à laquelle le criminel exprime à nouveau son intention de se défendre
Seul, il le congédie alors jusqu'au 5 août, date à laquelle il renomme à nouveau Moss. Initialement, il a l'intention de plaider coupable à chaque accusation de meurtre lors de son prochain procès. Avec le plein consentement de Dennis, Moss a entièrement préparé sa défense. 5 semaines avant son procès, il renvoie de nouveau son avocat et choisit d'être représenté par Ralph Eames, sur les conseils duquel Dennis accepte de plaider non coupable pour responsabilité diminuée. Dennis est jugé le 24 octobre 1983, inculpé de 6 chefs de meurtre et de 2 chefs de tentative de meurtre. Il est jugé à Old Bailey devant le juge Crum Johnson et plaide non coupable de toutes les accusations. Le principal différent entre l'accusation et l'avocat de la défense n'est pas de savoir si Dennis a tué les victimes, mais plutôt son état d'esprit avant et pendant les meurtres. L'avocat de la poursuite, Alan Green, fait valoir que Nielsen est sain d'esprit, contrôlant totalement ses actes et qu'il a tué avec préméditation. L'avocat de la défense, Ivan Lawrence, soutient que Nielsen souffre d'une responsabilité diminuée, le rendant incapable de former l'intention de commettre un meurtre, et qu'il ne doit donc être reconnu coupable que d'homicide involontaire. L'avocat de la poursuite ouvre le dossier en décrivant les événements de février 1983 qui conduisent à l'identification des restes humains dans les égouts de Cranley Gardens et à l'arrestation ultérieure de Nielsen, la découverte de 3 corps démembrés dans sa propriété, ainsi que des aveux détaillés. Les enquêteurs découvrent les fragments d'os calcinés de 12 autres victimes tuées sur Melrose Avenue et les efforts qu'il a déployés pour dissimuler ces crimes. Dans une référence pleine de tact aux principales différends entre les avocats adverses au procès, Green clôture son discours d'ouverture avec une réponse que Nielsen a donnée à la police en réponse à une question de savoir s'il avait besoin de tuer. Au moment précis de l'acte de meurtre, je crois que j'ai raison de commettre cet acte. Pour contrecarrer cet argument, Green ajoute « La couronne affirme que même s'il y a une anomalie mentale, cela ne suffit pas à diminuer substantiellement sa responsabilité dans ces meurtres. » Le premier témoin à charge est Douglas Stewart, qui déclare qu'en novembre 1980, il s'était endormi sur une chaise dans l'appartement de Nielsen pour ensuite se réveiller et se retrouver les chevilles attachées à cette chaise et Nielsen l'étranglant avec une cravate alors qu'il appuyait avec son genou sur sa poitrine. En quittant la résidence de Nielsen, Stewart avait signalé l'attaque à la police, qui à son tour avait interrogé Nielsen. Notant des détails contradictoires dans les récits des 2 hommes, la police avait considéré l'incident comme une querelle d'amoureux. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense cherche à miner la crédibilité de Stewart, en soulignant des incohérences mineures dans le témoignage, le fait qu'il avait consommé beaucoup d'alcool la nuit en question et en suggérant que sa mémoire avait été sélectivement amplifiée comme il l'avait fait auparavant. Le 25 octobre, le tribunal entend le témoignage de 2 autres hommes qui avaient survécu aux tentatives de Nielsen de les étrangler. Le premier d'entre eux, Paul Nobbs, fournit un témoignage qui, selon l'accusation, est une preuve de la maîtrise de soi de Nielsen et de sa capacité à s'abstenir de ses impulsions meurtrières. Nobbs, étudiant universitaire, témoigne qu'il avait accompagné Nielsen à Cranley Gardens pour boire de l'alcool et avoir des relations sexuelles, et qu'il s'était réveillé tôt le matin avec un terrible mal de crâne. Après s'être lavé le visage dans la salle de bain de Nielsen, alors que Nobbs remarquait que ses yeux étaient injectés de sang et son visage complètement rouge, Nielsen s'était exclamé « Mon Dieu, tu es vraiment horrible !» Nielsen a alors conseillé aux jeunes de consulter un médecin. Nobbs n'avait pas signalé l'attaque à la police de peur que sa sexualité ne soit découverte. Contrairement aux affirmations de l'accusation, l'avocat de la défense affirme que les témoignages de Nobbs reflètent une incapacité rationnelle de Nielsen à contrôler ses impulsions. Le fait que Nielsen ait choisi un étudiant universitaire comme victime potentielle est en contradiction avec l'affirmation de l'accusation selon laquelle le criminel avait intentionnellement sélectionné des hommes sans racines dont la disparition était peu susceptible d'être constatée. Immédiatement après la fin du témoignage de Nobbs, Karl Stottor monte à la barre pour raconter comment, en mai 1982, Nielsen avait tenté de l'étrangler et de le noyer
avant de la ramener à la vie. La voix de Stothor tremble souvent d'émotion lorsqu'il raconte comment Nilsson avait tenté à plusieurs reprises de le noyer dans sa baignoire alors qu'il plaidait en vain pour que sa vie soit épargnée. Et comment il se réveillait plus tard pour trouver le chien de Nilsson en train de lui lécher le visage. À plusieurs reprises, le juge a dû laisser à Stothor le temps de retrouver son calme. Le DCI Peter Jay raconte ensuite les circonstances de l'arrestation de Nilsson et ses aveux calmes et concrets avant de lire au tribunal plusieurs déclarations volontaires de Nilsson après son arrestation. Dans l'une de ces déclarations, Nilsson déclare ceci. « Je n'ai pas de larmes pour mes victimes, je n'ai pas de larmes pour moi-même, ni pour ceux endeuillés par mes actes. » Jay admet qu'il est inhabituel qu'une personne accusée de crime aussi horrible soit si ouverte à fournir des informations et admet aussi, interrogé par l'avocat de la défense, que Nilsson a non seulement fourni la plupart des preuves contre lui-même, mais a également encouragé la découverte de preuves qui pourraient contredire sa propre version des événements. Suite au témoignage de Jay, D.S. Chambers récite les aveux officiels de Nilsson au tribunal. Ce témoignage comprend des descriptions graphiques des actes rituels et sexuels que Nilsson accomplissait avec les corps de ses victimes, de ses diverses méthodes de stockage des corps et des parties du corps, du démembrement et de l'élimination, ainsi que des problèmes de décomposition, en particulier en ce qui concerne les colonies d'asticots. Plusieurs jurés sont visiblement secoués tout au long de ces témoignages. D'autres regardent Nilsson avec des expressions incrédules sur leur visage, tandis que le criminel écoute le témoignage avec une apparente indifférence. Ce témoignage dure jusqu'au lendemain matin, lorsque l'accusation inclut plusieurs pièces à conviction. Cela comprend la marmite dans laquelle Nilsson faisait bouillir les têtes des 3 victimes tuées à Cranley Gardens, la planche à découper qu'il avait utilisée pour disséquer John Howlett, et plusieurs couteaux de restauration rouillés ayant appartenu à la victime Martin Dufay. 2 psychiatres témoignent au nom de la défense. Le premier d'entre eux, James McKeith, commence son témoignage le 26 octobre. Il témoigne de la façon dont, en raison d'un manque de développement émotionnel, Nilsson a éprouvé des difficultés à exprimer toute émotion, autre que la colère, et de sa tendance à traiter les autres humains comme des éléments de ses fantasmes. Le psychiatre décrit également l'association de Nilsson entre les corps inconscients et l'excitation sexuelle, déclarant qu'il possède des traits narcissiques, un sentiment d'identité altéré et est capable de dépersonnaliser les autres. Il conclut que Nilsson présente de nombreux signes de comportement inadaptés, dont la combinaison, chez un seul homme, était mortelle. Ces facteurs pourraient être attribués à un trouble de la personnalité non précisé, dont McKeith croit que Nilsson souffre. McKeith soutient que ce trouble de la personnalité non précisée est suffisamment grave pour réduire considérablement la responsabilité de Nilsson. Le deuxième psychiatre a témoigné pour la défense. Patrick Galloway diagnostique chez Nilsson un trouble de la personnalité narcissique limite, avec des poussées occasionnelles de troubles schizoïdes que Nilsson parvenait la plupart du temps à atténuer. Galloway dit que lors des crises épisodiques, Nilsson est devenu principalement schizoïde, agissant de manière impulsive, violente et soudaine. Il ajoute en outre qu'une personne souffrant de ces pannes épisodiques est plus susceptible de se désintégrer dans des circonstances d'isolement social. En effet, Nilsson n'est pas coupable de malveillance préméditée. Lors du contre-interrogatoire, Green s'est largement concentré sur le degré de conscience démontré par Nilsson et sa capacité à prendre des décisions. Galloway admet que le tueur est intellectuellement conscient de ses actes, mais souligne qu'en raison de son trouble de la personnalité, il n'a pas apprécié la nature criminelle de ce qu'il a fait. Le 31 octobre, l'accusation appelle Paul Bowden à témoigner en réfutation des psychiatres qui ont témoigné pour la défense. Avant le procès de Nilsson, Bowden a interrogé l'accusé à 16 reprises, au cours d'entretiens totalisant plus de 14 heures. Pendant 2 jours, Bowden témoigne bien qu'il trouve Nilsson anormal au sens familier. Il conclut qu'il est une personne manipulatrice qui est capable de nouer des relations mais qui se force à objectiver les gens.
Réfutant le témoignage de McKeith et Galloway, Bowden déclare en outre qu'il n'a trouvé aucune preuve de comportement inadapté et que l'accusé ne souffre d'aucun trouble mental. Après les plaidoiries finales de l'accusation et de la défense, le jury se retire pour examiner son verdict le 3 novembre 1983. Le lendemain, il revient avec un verdict majoritaire de culpabilité pour 6 chefs de meurtre et une tentative de meurtre, avec un verdict unanime pour la tentative de meurtre de Nobbs. Crown Johnson condamne Dennis Nilsen à l'emprisonnement à vie en lui recommandant de purger un minimum de 25 ans d'emprisonnement. Suite à sa condamnation, Dennis est transféré au HMP Wormswood Scrubs pour commencer sa peine. En tant que prisonnier de catégorie A, il se voit attribuer sa propre cellule et peut se mélanger librement avec d'autres détenus. Nilsen ne fait pas appel et accepte sa condamnation. De plus, il admet avoir eu la capacité de contrôler ses actes et avoir tué avec préméditation. En décembre 1983, Dennis Nilsen est coupé au visage et à la poitrine avec une lame de rasoir par un détenu nommé Albert Moffat, ce qui lui a valu 89 points de suture. Par la suite, il est brièvement transféré au HMP Parkkunst avant d'être transféré au HMP Wakefield, où il y reste jusqu'en 1990. Un an plus tard, en 1991, Nilsen est transféré dans une unité pour prisonniers vulnérables au HMP Full Sutton pour souci de sécurité. Il y reste jusqu'en 1993, date à laquelle il est retransféré au HMP Whitemoor, toujours en tant que prisonnier de catégorie A, avec une ségrégation accrue des autres détenus. La peine minimale de 25 ans d'emprisonnement à laquelle Nilsen a été condamné en 1983 est remplacée par une peine à perpétuité par le ministre de l'Intérieur Michael Howard en décembre 1994. Cette décision garantit effectivement que Nilsen ne sera jamais libéré de prison, une punition qu'il accepte sans souci. Le 10 mai 2018, Dennis Nilsen est emmené à l'hôpital de York après cette plainte de graves douleurs à l'estomac. Il s'est avéré qu'il souffre de rupture et d'anévrisme de l'aorte abdominale qui a été soigné, bien qu'il ait ensuite souffert d'un caillot de sang comme complication de l'opération. Il décède alors le 12 mai 2018.